santé. Caroline Paré. Bonjour à toutes et à tous. Respirer, boire, se nourrir, 3 besoins essentiels pour les êtres vivants, 3 besoins naturels qui peuvent se retrouver directement menacés par la dégradation du cadre de vie de l'environnement, menacés par la pollution de l'air, qui d'après l'Organisation mondiale de la santé est responsable de 7 millions de morts chaque année sur la planète, menacés par l'absence d'accès à une eau potable qui provoque des intoxications, infections, contaminations bactériennes pouvant là aussi se révéler mortelles, notamment pour les enfants et les personnes les plus vulnérables. Menacés enfin par l'insécurité alimentaire. Se nourrir peut également impliquer des risques, faute d'hygiène, de bonne conservation, mais aussi au regard des ingrédients, des additifs, comme des pesticides qui ont pu, là encore, polluer le fruit sur l'arbre ou les céréales au champ. Ce sombre tableau a un impact sanitaire qui se décline au travers de pathologies parfois chroniques, asthme, diabète, hypertension ou même des cancers. C'est à ces facteurs comme des maladies provoquées par un environnement toxique que nous allons consacrer cette émission pour dresser un état des lieux, bien sûr, parler de la prévention, respirer, boire, manger, insécurité sanitaire en Afrique. Une émission préparée en collaboration avec notre partenaire du jour, le magazine Votre Santé. Respirer, boire, se nourrir sainement. 3 invités pour cette émission. Tout d'abord, le docteur Bernard Pijarias. Bonjour. Bonjour, docteur Pijarias. Bonjour. Vous êtes pneumologue allergologue à Nice, secrétaire général aux relations internationales de la Société de pneumologie de langue française. On vous retrouve en duplex des studios de France Bleu Azur à Nice. On remercie nos confrères pour cet accueil. Nous serons tout à l'heure en ligne du Cameroun avec Émilie Kabiwa, consultante nutritionniste à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Et puis, nous allons rejoindre en Côte d'Ivoire le professeur Ossé Bernard Yapo, professeur titulaire à l'université Nangui Abrougoua, au sein de l'unité de formation de recherche en sciences et gestion de l'environnement. Vos questions, vos témoignages, on les attend bien sûr sur notre sujet du jour au 33 1 84 22 75 75. En fin d'émission, comme chaque vendredi, nous allons retrouver notre bulletin de santé avec cette semaine à la une de l'actualité sanitaire, l'épidémie d'Ebola en RDC, très préoccupante selon l'OMS, mais elle ne constitue pas pour l'instant une urgence de portée internationale. Et puis la légalisation du cannabis à usage récréatif au Canada. Priorité santé sur RFI. Mais juste avant de donner la parole à nos invités, on vous retrouve, professeur Amadou Gallo Diop, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes neurologue et président du comité scientifique du magazine Votre Santé. Alors ce sujet a l'impact de l'environnement, sur l'alimentation, la santé respiratoire, la qualité de l'eau. Pourquoi justement cette thématique pour votre magazine ? Mais c'est parce qu'on voit une explosion des maladies non transmissibles dans tous les services hospitaliers en Afrique, probablement due, en tout cas pour les études qui ont pu le démontrer, à la mauvaise qualité de ce qu'on respire, de ce qu'on mange et de ce qu'on boit. Vous citez des maladies, vous pouvez nous donner des noms en particulier ? On a une flambée, par exemple, des cancers, de l'obésité, de l'hypertension, des accidents vasculaires cérébraux, des problèmes respiratoires qui vont du nourrisson à l'âge adulte. Alors, est-ce qu'il y a dans le dossier qui a été préparé par votre équipe, je rappelle, elle est essentiellement composée de médecins africains, ils travaillent de Nouakchott à Kigali, en passant par Bobo-Dioulasso ou Yaoundé. Quel article donc, ce trimestre, a retenu particulièrement votre attention, professeur Gallo Diop ? L'article sur la qualité des aliments que nous importons et l'article sur la pollution exagérée de l'air dans pratiquement toutes les grandes villes africaines. Et on peut dire que ce n'est pas parce qu'un aliment a été importé qu'il est de bonne qualité. Pas forcément. Et on a des cas avérés d'aliments périmés ou de médicaments aussi d'une nature absolument différente par rapport à ce qu'on peut trouver dans le pays d'origine, notamment occidental. Merci beaucoup, professeur Amadou Gallo Diop. Je rappelle que vous êtes le président du comité scientifique du magazine Votre Santé. Des besoins essentiels, des besoins naturels, pourtant, chiffre vertigineux. Pollution atmosphérique, c'est à l'échelle mondiale le principal péril environnemental. Docteur Bernard Pijarias, cette surveillance, ce contrôle de la qualité de l'air, ça s'est beaucoup amélioré dans certains pays occidentaux. On peut citer la France, dans des pays développés. Mais cette collecte des données, elle n'est pas aussi performante partout dans le monde.
Tout à fait. C'est évident que toute l'Europe s'est bien mobilisée pour ça. Et on voit bien que les chiffres dans nos métropoles, bien qu'on les critique, mais les chiffres sont remarquablement abaissés. Même à Paris, que l'on critique souvent pour une forte pollution, la pollution est très inférieure à tout ce qu'on a connu il y a 20-25 ans. Le problème en Afrique, c'est le chiffre, toujours récupérer des données. Et là, c'est le plus compliqué puisque au niveau gouvernemental, ça ne suit pas toujours et les institutions ne sont pas toujours équipées ou bien financées pour faire cela. Alors, pollution atmosphérique, on pense bien sûr à la santé respiratoire, docteur Bernard Pijarias. Même quand on a des informations, certains pays du continent ont fait des efforts notables, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte ou l'Afrique du Sud. Mais quand même, quand on est en situation d'alerte, qu'est-ce que doivent faire les populations pendant ces fameuses phases de pic de pollution ? Alors les pics de pollution, on parle souvent de l'ozone ou bien des pics de pollution pollinique. Donc bien évidemment, c'est des moments où il faut s'arrêter, si je peux dire, mais c'est difficile de s'arrêter où que l'on soit sur la planète. Et surtout, ne pas faire de sport, par exemple, quand il y a un pic de pollution dans une ville, ne pas aller courir au milieu de cette pollution, ça c'est évident. D'autre part, ça c'est la pollution extérieure, il faut toujours penser à la pollution intérieure. Il ne faut pas toujours critiquer d'une part l'État ou les États qui ne nous permettent pas d'avoir un air tout à fait sain à l'extérieur, quand chez soi c'est pas propre. Et je rajoute dans le chez soi, il y a le soi du soi, c'est-à-dire son propre tabagisme qu'il faut savoir avoir éliminé. Avec notamment comme risque intérieur, on le souligne souvent, mais c'est toujours bon de le répéter, la cuisine, les fourneaux, et puis toujours ceux qui continuent de fumer. Tout à fait. Et ça, lorsqu'il y a du tabagisme, on peut parler de toute pollution, mais elle est dérisoire par rapport à son propre tabagisme, puisqu'on transporte sa pollution et on la confère aux autres en même temps. Alors, docteur Bernard Pijarias, on a parlé des facteurs. Maintenant, en termes de santé à proprement parler, de pathologies provoquées, quand on respire un air qui n'est pas pur, qu'est-ce que l'on risque ? Alors, on faut bien se comprendre que le poumon est un filtre. C'est un filtre d'à peu près 80 mètres carrés pour une personne de 1m70-80. Donc, vous avez 80 mètres carrés d'échange. Ces 80 mètres carrés absorbent des milliers et des milliers de particules toute la journée et doivent les filtrer. Bien évidemment, si ce filtre est trop impliqué et trop chargé, eh bien, on va avoir des stases dans le poumon. Le plus important, ça va être la bronchoréactivité avec l'asthme. Et puis après, on peut arriver même avec des bronches pneumopathie chronique obstructive, la fameuse BPCO, qui certes est liée au tabac, mais peut être liée également à des polluants industriels, surtout dans des milieux de travail très très pollués. Alors on a un témoignage de Vincent sur Facebook, il habite au Bénin, à Abomey, il nous dit dans les grandes villes, la pollution devient insoutenable entre 17 et 21 heures lorsqu'il y a des embouteillages. Asthme, les yeux qui coulent, la toux, le mal de crâne. Les médecins nous disent de quitter la ville et il se dit comment faire, puisque quand on vit dans ces villes, on se retrouve un petit peu prisonnier de ce nuage de poussière, de ce nuage d'air irrespirable. Qu'est-ce que peuvent faire les gens ? Est-ce qu'il y a des mesures ? On parlait tout à l'heure, éviter l'activité physique pour les personnes vulnérables en particulier. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, docteur Pijarias ? Il y a des filtres, mais bien sûr, les filtres ne font pas tout. Vous voyez, surtout les Chinois, on voit sur des images tous les Chinois qui portent le moindre petit fil, à la moindre toux autre, un filtre pour respirer cet air. Le problème, ça serait d'être en amont, c'est-à-dire en amont de supprimer cette pollution, parce que si les populations sont irritées par cela, il faudrait vraiment qu'ils fassent une pression auprès de leur pouvoir public pour limiter absolument toutes ces voitures. Et le covoiturage est une solution. En Afrique, ça existe beaucoup plus qu'en Europe d'ailleurs. Et je pense que c'est là qu'il faut intervenir, parce que on ne pourra pas protéger tout le monde, sauf à limiter en amont la pollution. Il faut aussi pointer, docteur Pijarias, dans certaines régions, des facteurs particuliers comme les poussières, les vents de sable, en particulier dans la zone du Sahara et du Sahel. Absolument, oui. C'est les fameux vents de sable qui arrivent pendant le Sirocco vers le nord et puis l'Harmattan vers le sud. Ça, c'est rien. Et donc, effectivement, là, il faut vraiment se protéger puisque c'est des vents de sable extrêmement fins qui vont se promener sur toute la planète et descendre, polluer toutes les villes, même jusqu'à Abidjan, jusqu'à la zone côtière, même si c'est loin du Sahel. Avec un impact particulier, là encore, sur la santé pulmonaire, des pathologies par rapport à ces poussières très fines où ça ressemble finalement à la pollution atmosphérique.
Tout à fait, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est une position pour laquelle on ne peut pas grand-chose, sauf à reverdir le désert. Et ça, c'est un autre problème. Mais je pense qu'on est en face de problèmes tellement gigantesques et maintenant il faut prendre le problème à bras le corps sur l'ensemble de la planète et voir bien voir qu'actuellement, donc que ce soit pour le manger, le boire ou le respirer, on est en face d'un déséquilibre sol-population. Et dès qu'il y a une surpopulation, il va y avoir des équilibres absolus pour ces trois éléments. Alors, surpopulation provoquée notamment par une certaine vague d'urbanisation parfois anarchique, des installations de fabriques, d'usines au milieu des zones d'habitation, circulation aussi de véhicules importés, qui avaient été jugés bons pour la casse sous d'autres latitudes, carburants polluants. Informer les populations sur l'état de la pollution, c'est précisément le rôle du Centre ivoirien anti-pollution du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Vous en êtes le sous-directeur. Professeur Ossé Bernard Yapo, bonjour. Bonjour. Est-ce que l'on peut dire, professeur, que vous avez aujourd'hui les moyens d'informer correctement la population ivoirienne au sujet de la qualité de l'air ? Oui, les moyens sont diversifiés. Il y en a de deux sortes. D'abord, au plan de la législation, nous avons les moyens. Parce que l'État ivoirien a pris le soin de définir un décret portant qualité de l'air. Et ce décret, il a été adopté depuis 2017. Il appartient donc au gouvernement ivoirien de donner maintenant les moyens logistiques pour pouvoir au moins investiguer et informer la population sur les questions de la qualité de l'air. Déjà, un moyen important, c'est au plan de la législation. Ça veut dire que déjà, les Ivoiriens sont informés des limites admises en matière de qualité de l'air et des limites d'émission des activités, concernant les activités polluantes au niveau des industriels. Tout le monde est surveillé et ils savent à peu près quelles sont les limites qui sont autorisées, les limites qui ne sont pas autorisées. Au plan de la logistique, maintenant, ce qui est technique, au plan de la logistique, maintenant, au plan technique, c'est là que se trouve le problème. Souvent, on a des réglementations, mais pour les mettre en application, cela dépend maintenant, on est confronté souvent à la logistique technique. Et donc, au niveau du Centre ivoirien anti-pollution, nous avons déjà mis en place ce qu'on appelle le réseau national d'observation de la qualité de l'air. Alors, c'est un réseau qui comprend des universitaires, des techniciens, des industriels, et tout cela contribue à mettre en place, si vous voulez, tout ce qu'il y a comme mécanisme de surveillance. Le CIAPOL a acquis l'an dernier un laboratoire d'analyse de la qualité de l'air de surveillance en continu, qui est arrivé. Alors, ce laboratoire existe et qui permettra, si vous voulez, de screener un peu la ville d'Abidjan pour voir à peu près quel est l'état de la qualité de l'air de la ville d'Abidjan. Et à partir de là, poursuivre les investigations en matière de surveillance, des pics d'émissions, ainsi de suite, pour informer la population. Professeur Ossé Bernard Yapo, vous parlez au futur, ça veut dire que tout ce système de surveillance, au moment où nous parlons, il n'est pas pour l'instant opérationnel ? Ah oui, je parle au futur, effectivement, n'est pas mais c'est un futur proche. Je dis que c'est un futur proche. Parce qu'il faut savoir que la question de la qualité de l'air, quand même, c'est une question naissante au niveau de tous les pays africains. C'est pas comme la question de l'eau qui a perduré longtemps, où nous avons des normes, des directives de surveillance de la qualité de l'eau. La question de l'air, elle est naissante. Il faut le savoir dans tous les pays africains. Je vous rappelle bien que depuis 2009, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont déjà adopté une stratégie de surveillance de la qualité de l'air qui a été ratifiée pratiquement par 21 pays. Et cette stratégie, depuis 2009, je le dis, jusqu'à présent, n'a pas connu, si vous voulez, un début de mise en œuvre. Parce que la question de la qualité de l'air, elle est confrontée d'abord aux sources d'émissions, dont le carburant dans les villes africaines, les véhicules d'occasion dans les villes africaines. Il faut maintenant voir la question des industries et maintenant des sous-domestiques. Toutes ces questions doivent être prises en compte dans tout ce qu'il y a comme politique à mettre en place. Donc c'est une question nouvelle, une donnée nouvelle au niveau des pays africains, il faut le dire. Alors, donc je le dis au futur, mais c'est un futur proche pour la Côte d'Ivoire. Alors si on veut décrire simplement comment ça se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, professeur Ossé Bernard Yapo, j'imagine qu'il y a une énorme différence entre la métropole, Abidjan, l'air qu'on y respire, et le reste du pays. Oui, il faut le savoir parce que la qualité de l'air aussi, elle est modifiée par les sous-émissions. Abidjan étant une très grande métropole, il faut voir le trafic au niveau du transport. Et les véhicules de transport que nous avons sont des véhicules d'occasion dont l'âge moyen évolue de 20 à 25 ans, de nos statistiques. Donc ce sont des véhicules vétustes
qui beaucoup utilisent du diesel à non-conformité avec les normes internationales. Et vous voyez, tout cela combiné entraîne des émissions au niveau de la ville d'Abidjan. Et je crois tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, pendant les pics, les moments de pic, c'est-à-dire que très tôt le matin, de 6h jusqu'à 9h, vous allez voir que tous les boulevards sont risqués de fumée noire. Et puis le soir, à la descente, lorsque les gens se rendent à la maison également, vous allez voir qu'aussi l'atmosphère également est touffée de fumée noire. Vous voyez, donc tout cela sont des sources, mais en milieu urbain qui sont très accentuées par rapport au milieu rural. Donc les sources d'émissions sont plus importantes dans la grande ville d'Abidjan que dans le milieu rural. Vous restez avec nous, professeur José Bernard Yapo, toujours en ligne d'Abidjan. On vous retrouve dans le sud de la France, docteur Bernard Pijarias. C'est important d'établir ces fameuses règles en matière de circulation routière. C'est important de surveiller la qualité. C'est important de soigner les malades, bien sûr, mais aussi de poser des limites. Comment, justement, on peut vérifier l'impact de ces mesures en matière de santé respiratoire ? Vous disiez tout à l'heure, l'air qu'on respire aujourd'hui à Paris est meilleur, on peut le dire, qu'avant. Tout à fait, je pense que ça c'est vraiment une réalité, et heureusement. On donne toujours pour exemple à Paris la cathédrale Notre-Dame qui est restée blanche depuis 25 ans alors qu'elle était noire régulièrement. Vous voyez, donc on a quand même fait des progrès, et donc le professeur aussi a raison de dire c'est très compliqué en Afrique parce que mettre ces mesures qu'ils ont édictées par loi à Abidjan, ça va être très long, mais il faut qu'ils le fassent. Alors les conséquences sur la santé respiratoire en tant que pneumologue, allergologue, elles sont toujours simples, et les mêmes malheureusement, c'est toujours une poussée de l'asthme dans tous les milieux de toutes les populations, et plus celles qui sont dans les transports en commun seront encore plus touchées. Et puis après, ça sera bien sûr, je reviens toujours sur ces bronchites aiguës qui peuvent devenir chroniques, en particulier chez les fumeurs. C'est toujours la même chose. La prévalence de l'asthme reste un indicateur remarquable pour ça. Alors on va prendre maintenant la direction du Cameroun pour retrouver Émilie Kabiwa. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes consultante nutritionniste à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Avec vous, on va bien sûr aborder les questions alimentaires, également la qualité de l'eau. Justement, ce besoin essentiel, boire, bien s'hydrater. Qu'est-ce qui contribue précisément, Émilie Kabiwa, à assurer de la bonne qualité, on dit potabilité de l'eau proposée aux populations? Allô ? Oui, Émilie Kabiwa, comment s'assurer de la bonne qualité de l'eau qu'on propose aux populations? Apparemment, vous ne m'entendez pas, Émilie. Je pense que le bonjour, on l'a bien entendu, la suite de la question un peu moins. Est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce que vous nous entendez? Allô, je vous suis. Vous me suivez. Je crois que je vous suis. Et ma question, donc, sur la qualité de l'eau, comment s'assurer de cette bonne qualité? Ok, vous parlez sûrement de connaître la mesure des nitrates, des nitrites, du fluor, du chlore, des pesticides. Mais pour le cas du Cameroun, il reste rare quand même de pouvoir disposer des références sur la qualité physique, chimique ou biologique de l'eau. Et déjà, on suppose qu'à partir du moment où l'eau est offerte ou distribuée, celle-ci doit répondre aux normes sanitaires de potabilité. Le gouvernement prend des dispositions quand même et établit des critères sanitaires et environnementaux auxquels doit répondre l'eau avant d'être qualifiée de propre à la consommation. Mais il faut quand même dire que les populations n'ont pas toujours confiance en la qualité de l'eau qui coule au robinet eu égard à l'aspect trouble et coloré qu'elle présente. Ce qui fait que généralement, la coutume est de laisser l'eau décanter avant de la boire. Pour que le dépôt de produits insalubres reste au fond, justement, cette question portait bien sur la qualité de cette eau qu'on boit. Émilie Kabiwa, ça nous mène à parler forcément des risques pour la santé lorsque, à la maison, au robinet ou au puits, eh bien, l'eau qu'on propose à la famille, que l'on boit soi-même, n'est pas de bonne qualité. Oui, c'est bien cela, mais comme je dis, les pouvoirs publics prennent des dispositions pour que l'eau qui est consommée dans les ménages soit de bonne qualité pour pouvoir prévenir ces maladies. Mais en réalité, on parle souvent des problèmes de canalisation. Donc les pouvoirs publics ont souvent eu à l'évoquer, la corrosion dans les canalisations, ce qui fait que les populations ont recours à des filtres domestiques sous plusieurs formes pour pouvoir peut-être éviter ou filtrer les éventuelles bactéries qui pourraient se trouver là.
Alors justement, sur cette question de la qualité de l'eau, on a eu plusieurs appels au numéro de priorité santé. On va prendre un premier appel qui nous arrive de Kinshasa, de République démocratique du Congo. C'est Joberti qui est en ligne. Bonjour Joberti. Oui, bonjour Caroline. On vous écoute et Émilie Kabiwa qui est en ligne de Yaoundé vous écoute également. Oui, les gens ont parlé, je vous ai bien écouté quand la dame a parlé de la qualité physique, chimique et autres. Comme moi aussi, il y a peu de temps, ça fait déjà plus ou moins 3 mois que je buvais de l'eau provenant du robinet. Et à chaque fois que je buvais de l'eau, je remarquais tout de suite qu'après 15 ou 20 minutes, j'avais des ballonnements du ventre et d'autres mots qui suivaient. Et après avoir constaté tout ça, j'ai en parlé avec mon médecin et on a eu le temps d'observation et il a vite conclu que je devrais normalement stopper de prendre assez tôt. Et j'avais aussi remarqué dans ma famille, parce que nous sommes à 7, mes autres frères aussi ressentaient les mêmes mots. Et nos deux jeunes frères aussi ressentaient ces mots. Et ma mère les a tout de suite interdits de prendre cette eau, de ne plus boire de l'eau du robinet. Alors Joberti, comment vous avez fait? Vous êtes tourné vers de l'eau en bouteille? Vous faites reposer l'eau? Comment vous faites à la maison? Parce que ce n'est pas simple d'arrêter de boire l'eau courante quand on doit préparer à manger, quand on doit donner à boire à toute la famille. Oui, c'est pas simple, mais on s'est vite tourné vers de l'eau des bouteilles. Mais pour la nourriture, j'espère qu'en chauffant de l'eau, pour préparer, ça baisse au moins les microbes, ça diminue les microbes. En faisant bouillir, oui, ça permet d'éliminer les microbes. Émilie Kabiwa, tout à l'heure, vous nous disiez les autorités veillent justement à cette bonne qualité de l'eau. Quand on écoute Joberti, ce n'est pas le cas partout. Il y a encore des endroits où bien, quand les gens boivent un verre d'eau, dans les heures qui suivent, elles sont malades. Oui, c'est vrai, il y a des situations comme ça qui ont été relevées. Mais en réalité, c'est difficile de faire le lien entre le fait qu'on a bu et que c'est cette eau précisément qui a favorisé soit le mal de ventre. Souvent, on a d'autres facteurs qu'on peut relever. Mais on fait l'essentiel, on fait le mieux. En fait, le gouvernement prend des dispositions, comme je dis, pour qu'il n'y ait pas ce genre de problème. Et c'est vrai, comme je disais tantôt, des personnes ont eu à relever des malaises qu'ils ont eu après avoir bu de l'eau. Et du coup, ça a créé une certaine peur dans la population et beaucoup de personnes se rangent, fait prendre de l'eau minérale ou d'autres sources. Mais en réalité, il faut aussi relever qu'il y a des personnes qui préfèrent l'eau des forages. Mais on a aussi constaté que ce n'est pas toujours la meilleure option. On a un autre témoignage qui vient de nous arriver au standard de Bouaké de Côte d'Ivoire. C'est Alvin qui est en ligne. Et lui aussi, Alvin à Bouaké, vous avez des gros problèmes avec l'eau qui arrive chez vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Alvin? Bonjour. Oui, bonjour Caroline. Oui. Et oui, effectivement, depuis un certain nombre de temps, voilà, nous avons une carence en eau potable ici à Bouaké. Il y avait une coupure générale d'eau. Et depuis que l'eau a commencé à refouler dans les robinets, nous avons constaté que l'eau a d'une couleur jaunâtre. Et de pareil que quand on laisse l'eau, à un certain moment, il y a un dépôt. C'est-à-dire que on voit que le fond est carrément très noir. Et moi, quand j'ai commencé à consommer cette eau-là, j'ai constaté que j'ai commencé à faire de la diarrhée. Voilà. Et donc, depuis j'ai arrêté de boire. Je me déplace pour aller dans un forage non loin de mon quartier pour avoir de l'eau très potable à boire. Donc, c'est vraiment la question de l'eau potable est vraiment une question cruciale aujourd'hui dans notre pays. Émilie Kabiwa, quand on entend ces deux témoignages, difficile quand même de ne pas faire le lien entre l'eau que boit Joberti, l'eau que boit Alvin et les maladies, les diarrhées qu'ils subissent dans les heures qui suivent. On peut pas dire que c'est à cause d'autre chose. Là, ça semble clair quand l'eau coule marron au robinet qu'il y a quand même un gros problème d'assainissement. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un gros problème d'assainissement et je parlais tantôt de la corrosion, par exemple,
dans les canalisations. Et je pense que les dispositions, à mon niveau, c'est vrai que c'est pas... je suis pas bien placée pour vous dire exactement comment ça se passe, les traitements. Mais il y a des plaintes qui se font, comme les témoignages que nous venons de suivre. Mais les pouvoirs publics font de leur mieux pour éviter ce genre de situation. Alors justement, sur le contrôle, sur cette question de la qualité de l'eau, je m'adresse tout de suite à vous, professeur José Bernard Yapo. On vous retrouve à Abidjan. Comment ça se passe pour vous, le contrôle, par exemple, pour les eaux usées que rejettent les usines ou les industries? Alors, pour le contrôle des eaux usées rejetées par les industries, ce contrôle, il est réglementé. Il est réglementé par le Centre ivoirien anti-pollution qui dispose d'abord d'un test et des normes de rejet. Des normes de rejet depuis 1998 qui ont été adoptées et qui sont utilisées au niveau des industries. Alors, il y a des limites de rejet qui sont imposées aux industriels. Maintenant, entre la réglementation et maintenant la pratique sur le terrain, c'est là qu'il y a des écarts. Et il faut l'avouer parce que avec les nouvelles industries naissantes, ce sont des anciennes industries qui existent. Et lorsque ces industries ont été créées, beaucoup n'ont pas pu mettre en place des unités de traitement. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un manque d'espace au niveau de ces industriels qui n'arrivent pas à disposer véritablement de systèmes d'assainissement de leurs eaux usées. Mais tant est-il qu'il leur a déjà imposé donc toutes ces réglementations qui nous obligent, nous, à faire ce qu'on appelle les bilans de pollution de ces entreprises qui doivent fournir un bilan de pollution, c'est-à-dire donner la caractérisation des eaux qui sont rejetées, donc qui sont mesurées par des laboratoires qui sont agréés par le CIAPOL, et ces laboratoires qui les contrôlent. Alors les résultats nous sont déversés lorsque nous constatons qu'il y a des écarts entre la réglementation et les eaux qui sont rejetées. Il est donc demandé à l'industriel de prendre des dispositions pour la mise en conformité de ces installations. Et s'il n'y a pas de mise en conformité, est-ce qu'il y a des sanctions en cas d'infraction? Oui, il y a des sanctions, bien évidemment, puisqu'il y a une réglementation, il y a des pénalités qui vont à la mise en demeure jusqu'à la fermeture de certaines entreprises. Est-ce que justement, est-ce que la population en a informé, par exemple, quand on habite dans un quartier, qu'on sait que y a de l'eau sale qui arrive dans les canalisations, on sait qu'il y a de l'eau sale qui est rejetée, et qu'on a l'information qui nous dit, ça s'est arrêté, ça peut rassurer quand même la population, professeur Yapo? Oui. Parlant des eaux sales qui arrivent dans les canalisations, là, il faut faire la part des choses. Il y a les eaux sales issues des ménages et les eaux sales issues des industries. Oui, c'est différent. La réglementation n'est pas la même. Voilà, c'est pas la même. La dominance ici, c'est les eaux sales venant des domestiques. Voilà. Ce sont des eaux sales qui viennent donc des ménages. Et souvent, la canalisation, elle est unitaire. Ça fait que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir situer la responsabilité de l'origine de cette eau. Mais il faut savoir que la dominance de ces eaux, elles sont des eaux domestiques. Merci. Tout ce que ça contient, toutes ces eaux qui sont déversées directement dans la canalisation. Mais nous, en amont, puisque nous avons cette réglementation de pouvoir contrôler les industries, nous prenons quand même la responsabilité au niveau des industries de faire des bilans de pollution. C'est vrai, il y a des écarts sur le terrain, et ça, je n'en disconviens pas. Il y a des écarts sur le terrain. Il y a des industriels véreux, ceux qui échappent souvent au contrôle, et malheureusement, il y en a beaucoup plus. Et vous voyez qu'au niveau même du déversement des eaux, c'est des eaux qui peuvent être déversées même nuitamment. Vous voyez des industries qui peuvent déverser ces eaux au moment où nos agents ne sont pas là pour faire le contrôle. Donc, à ce niveau, il faut quand même une part de responsabilité des industriels. C'est pourquoi nous misons beaucoup sur la sensibilisation et l'information pour que ce soit des industriels quand même conscients de la protection de l'environnement et qui doivent apporter aussi leur contribution à l'amélioration de la qualité des milieux. Merci beaucoup, professeur José Bernard Yapo, sous-directeur du Centre ivoirien anti-pollution du ministère de l'Environnement et du Développement durable. RFI à Abidjan, 97.6 FM. Et nous sommes toujours en ligne avec nos invités, Dr Bernard Pijarias dans les studios de France Bleu Azur à Nice et avec Émilie Kabiwa à Yaoundé. On revient plus longuement sur la question de la sécurité alimentaire à présent. Qualité de ce que l'on mange, beaucoup de problématiques, on pense bien sûr à la fraîcheur, à la conservation, mais aussi, Émilie Kabiwa, là c'est vraiment votre secteur particulier, l'équilibre alimentaire c'est très important. Oui, l'équilibre alimentaire est très important et il faut quand même relever que
beaucoup ne prennent pas la peine de se demander si les aliments qu'ils consomment fournissent les bonnes substances. Et il peut leur arriver de préférer des aliments symboliquement valorisés, acceptables sur le plan organoleptique, mais de faible intérêt nutritionnel. Et on a de cesse de rappeler que les glucides ou les féculents doivent faire partie de la base des repas. Au Cameroun, par exemple, nous avons sur le marché plus de 55 types de légumes et végétaux. Donc, il y a une grande variété, le choix est assez large. On exhorte les personnes à consommer des légumineuses, choisir avec soin les types de matières grasses et d'huile à consommer en quantité limitée, limiter la consommation de sucre et les boissons et aliments sucrés. Il faut dire que ce genre de produits foisonnent sur le marché et les personnes sont beaucoup plus enclins à les préférer aux aliments frais. Il faut également penser à limiter la consommation de sel, faire attention à l'alcool et surtout boire beaucoup d'eau. Émilie Kabiwa, pour quel motif les patients viennent-ils vous voir en consultation de nutrition? Pour quel type de pathologie? Il faut déjà relever que les patients viennent très rarement de manière spontanée pour des consultations diététiques. Généralement, ce sont des personnes qui ont un diabète, qui ont un cancer, qui ont une hypertension, un cholestérol élevé, qui sont obèses ou qui présentent autres carences, qui viennent pour des consultations diététiques ou souvent qui sont référés par d'autres spécialistes pour des consultations diététiques. Docteur Bernard Pijarias, vous êtes avec nous en ligne de Nice. Vous êtes pneumologue, on l'a dit, mais aussi allergologue. On entend souvent dire il y a de plus en plus d'allergies, notamment des allergies alimentaires. Alors, comment est-ce que on peut l'expliquer? Est-ce que c'est parce que finalement il y a davantage d'ingrédients, notamment pesticides, et qu'il y a aussi de plus en plus d'aliments transformés, donc beaucoup de choses qui entrent dans la fabrication d'un produit? C'est exactement cela. On n'a plus une alimentation de base qui part de produits naturels. Donc cette transformation entraîne toujours des molécules qui arrivent, des intrants comme on les appelle, les pesticides avec tout ce que ça peut représenter au niveau endocrinien, qui vont générer cela. Mais là, si il s'agit d'allergies pures, je pense qu'on est en face de nouvelles molécules qui sont de protéines qui sont présentes et qui vont générer des allergies alors qu'on ne les avait pas avant. C'est surtout à ce niveau-là que ça se situe à cause d'une nourriture industrialisée. Alors, dans certaines zones cohabitent dénutrition et une malnutrition provoquée par la malbouffe, même des situations d'obésité. Émilie Kabiwa, quels aliments privilégier pour rester en bonne santé? Qu'est-ce que c'est exactement l'éducation pour bien se nourrir? En Afrique, les aliments que nous privilégions au Cameroun particulièrement, on va parler des céréales, des légumineuses, des fruits, des légumes, des végétaux issus de préférence de l'agriculture biologique. Et cette agriculture biologique, elle est à portée de main, elle est disponible. En fait, c'est ce qui est cultivé dans les champs sans ajouter de matière extérieure. On a une garantie justement sur la qualité et l'absence de pesticides, Émilie Kabiwa? Par rapport aux pays occidentaux, le marché africain du bio est globalement peu développé. Pour le cas du Cameroun, on trouve quand même encore des zones misant sur l'utilisation des pratiques traditionnelles durables telles que la jachère et l'usage des substances d'origine organique. L'utilisation des produits synthétiques tels que les pesticides sont peu connus par bon nombre d'agriculteurs et il faut quand même relever que la réglementation de l'agriculture bio est moins avancée au Cameroun. Cette pratique n'est même pas déjà très encouragée puisqu'il faut répondre à la forte demande. Ça fait qu'on est obligé de se contenter de ce que nous avons à disposition, fait avec des pesticides et tout ce que ça peut comporter pour pouvoir répondre à la forte demande. Émilie Kabiwa, j'ai là encore une question d'un auditeur qui est en ligne du Gabon, de Libreville. C'est Jules. Question sur l'équilibre alimentaire. Bonjour Jules. Bonjour Caroline. On vous écoute. Alors effectivement, ma préoccupation ce matin,
concerne certains aliments, à savoir les feuilles de manioc, les graines de courge et les feuilles d'amarante. Alors selon la littérature, ces légumes sont riches en bonnes protéines, c'est-à-dire qu'il y a des acides aminés qui sont essentiels, qui sont bien équilibrés. Je voudrais savoir si votre invité confirme déjà cette affirmation et savoir si oui, si on peut finalement orienter les populations qui ont du mal à acheter de la viande, du poisson ou des œufs entre autres, à consommer ces aliments-là. Question Émilie Kabiwa sur les protéines végétales. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Jules ? Est-ce que c'est bon finalement de compenser quand on n'a pas les moyens d'acheter de la viande avec des feuilles de manioc, de l'amarante par exemple aussi ? Oui. Quand on n'a pas les moyens, on peut très bien avoir un équilibre alimentaire avec les protéines végétales. Et comme je le disais tantôt, nous avons une très grande variété de légumes, de végétaux sur le marché. Donc, vous avez avec cela des féculents pour pouvoir équilibrer votre alimentation. Maintenant, il faut faire attention parce que les gens investissent beaucoup dans le gras ou alors des protéines animales qui peuvent favoriser d'autres problèmes. Mais en réalité, on peut très bien avoir une alimentation équilibrée avec du végétal. On a des haricots, on a des légumineuses et le soja, bien d'autres végétaux. On comprend bien l'importance et on remercie Jules pour sa question. Jules était au Gabon à Libreville, on lui souhaite une très bonne journée. On comprend bien l'importance de cet équilibre alimentaire, on comprend bien l'importance de la notion d'éducation à l'alimentation. Qu'est-ce que peuvent faire justement, Émilie Kabiwa, les pouvoirs publics pour promouvoir une politique d'une véritable hygiène alimentaire ? Oui, ça c'est important vraiment de le relever parce qu'il faut constater que les pouvoirs publics ne prennent pas toujours le temps où il est important d'alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de tempérer avec les publicités qui favorisent la dépendance aux aliments et produits préjudiciables à la santé. Il serait peut-être important de définir une politique publique tournée vers la qualité nutritionnelle faite localement. Donc, éviter tout ce qu'il y a de raffiné, de sucré, de coloré, de transformé sur le marché. Il faut également promouvoir la culture biologique, encourager les uns et les autres à s'adonner franchement à l'agriculture. Qu'on fasse la promotion de l'équilibre alimentaire au menu des restaurants et cantines, par exemple. Que les patients à besoins particuliers bénéficient des programmes éducatifs. On a constaté qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui sont malades. Ils ont un cancer, ils ont hypertendu, ils ont un diabète et qui n'ont pas de prise en charge spéciale. Il est vraiment dommage de voir combien ces personnes s'alimentent juste avec ce qu'ils ont à disposition alors qu'on a la possibilité de leur faire consommer ce qui va les aider dans leur prise en charge pour pouvoir améliorer leur état nutritionnel. Et puis il est très rare même déjà de voir les nutritionnistes ou les diététiciens dans les centres de santé. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement ne met pas l'accent là-dessus pour aider des personnes à besoins particuliers. Des praticiens indispensables donc pour l'équilibre de chacun. Merci infiniment Émilie Kabiwa. Je rappelle que vous êtes consultante nutritionniste à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. RFI à Yaoundé, 105.5 FM. Et on s'apprête à conclure cet échange avec vous, docteur Bernard Pijarias. On vous retrouve à Nice. On perçoit bien cet impératif multiple, surveiller, contrôler, informer, prévenir justement. On va revenir à cette prévention absolument capitale quand on parle de santé respiratoire, l'impact de la pollution sur l'état de nos bronches. On va être concret. Quand on fait de la cuisine au bois dans la maison, on n'a pas le choix, on n'a pas d'évacuation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts ? Question piège, parce qu'effectivement... Mais c'est une réalité, à laquelle il faut s'adapter. Tout à fait. Mais je pense que l'adaptation, ça va être d'essayer de faire quand même un minimum de ventilation pour que cette fumée puisse sortir. Et de toute façon, je pense qu'il y a toujours, avec la débrouille africaine, il y a toujours une solution pour faire une évacuation, quelle qu'elle soit. Il y a toujours une évacuation possible de fumée à faire, et possiblement. Et de façon très simple. Je pense que c'est un vrai faux problème de fait, parce que si les gens s'organisent, et c'était... Docteur Pijarias, on vous retrouve, un petit problème sur notre ligne. Un problème véritablement puisque la liaison avec Nice vient de couper, c'est totalement imprévu, c'est totalement imprévisible. On ne sait pas si on va pouvoir retrouver le docteur Bernard Pijarias qui est pneumologue, allergologue à Nice avec ses explications, avec qui on poursuivait cet échange.
échange au sujet des conditions justement pour une bonne hygiène de vie au quotidien en Afrique, en partenariat avec le magazine Votre Santé. On essaye de retrouver le docteur Bernard Pijarias, que nous n'avons pas, hélas. Ça coupe un petit peu court à notre échange. On va justement poursuivre avec le reste du programme de notre émission. Une petite seconde avant notre bulletin de santé. RFI à Yaoundé, 105.5 FM. Bulletin de santé. Et on se retrouve pour ce tour d'horizon des faits marquants de la semaine dans le domaine de la santé. Un bulletin que j'ai le plaisir de présenter en votre compagnie. Juliette Rangeval, bonjour. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Alors on va commencer avec le point sur l'épidémie de fièvre à virus Ebola en République démocratique du Congo. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la situation est très préoccupante, mais elle ne constitue pas pour l'instant une urgence de portée internationale. Message transmis mercredi dernier par l'OMS, alors que le bilan publié en milieu de semaine fait état de 139 morts. Cette 10e épidémie dans le pays s'est déclarée le 1er août dernier dans la province du Nord Kivu et depuis 18 000 personnes, dont 4 000 enfants, ont été vaccinés. L'épicentre de l'épidémie est désormais localisé à Beni, près de l'Ouganda, une zone agitée par un conflit armé qui perturbe la riposte contre la maladie. Une étude sur la mortalité des enfants, et c'est en Afrique que cette tranche des 5-15 ans est la plus vulnérable. Étude de l'INED, l'Institut national d'études démographiques réalisée avec l'UNICEF, qui établit qu'en 2017, près d'1 million d'enfants et d'adolescents de 5 à 15 ans sont morts dans le monde. Dans plus de la moitié des cas, en Afrique subsaharienne, 55%, pour une région qui rassemble 21% de la jeunesse du monde. Ce qui signifie qu'un enfant né en Afrique a 20 fois plus de risque de mourir avant ses 15 ans que s'il vivait en Europe. Et la situation est la plus critique dans 4 pays, le Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie et le Niger. Une surmortalité précoce, encore largement provoquée en Afrique par les maladies comme les diarrhées, les infections respiratoires, la rougeole et la méningite, qui totalisent 28% des décès à ces âges, devant le paludisme et les autres maladies tropicales avec 11%. Et la tuberculose et le sida de 9%. Autre tendance pour l'état sanitaire du continent, c'est la confirmation que la vague d'obésité touche l'Afrique de l'Ouest. Et cette fois, c'est le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE qui signe l'étude. Surpoids qui concerne la moitié des Ghanéens qui vivent en ville et le tiers des Togolais, Nigérians, Nigériens, Béninois, Ivoiriens ou Maliens, là encore, installés en milieu urbain. L'Organisation Médecins du Monde a publié mercredi dernier son 18e rapport sur l'accès aux soins des plus pauvres. Publication à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, et c'est un constat alarmant que lance MDM. En 2017, ces centres de santé ont reçu plus de 24 000 personnes, en majorité des migrants. Nathalie Godard, qui est l'une des auteurs du rapport, plaide pour une assurance maladie ouverte à tous. La situation se dégrade, surtout on ne voit pas d'amélioration malgré les annonces politiques successives sur le fait qu'on allait lutter contre la pauvreté et améliorer l'accès aux soins. Nos centres de santé, qui sont censés être des centres d'accès aux droits communs, c'est-à-dire des centres passerelles. On n'est pas censé, nous, les soigner les personnes dans la durée, on est censé les aider à se soigner dans le système de santé. Et bien, ils voient de plus en plus de monde. C'est-à-dire qu'ils répondent aujourd'hui à un besoin qui n'est pas couvert par le système de santé. Pour nous, il y a une prise de conscience très forte, avec des mesures de simplification drastiques, c'est-à-dire on recommande notamment qu'il y ait une sécurité sociale inclusive pour toutes les personnes qui résident en France, quel que soit leur statut, qu'on sorte de ce système avec plusieurs étages, avec l'aide médicale d'État d'un côté, la sécurité sociale de l'autre, et finalement beaucoup de personnes qui sont dans le non-recours parce qu'ils ne comprennent pas ce système, et qu'il y ait des moyens donnés aux structures de santé pour qu'elles reçoivent correctement les personnes en situation de pauvreté. Nathalie Godard, responsable du pôle appui et politique publique de Médecins du Monde, au micro d'Anna Piekarek. Et Juliette, on reste en France, avec en région parisienne un lycée mobilisé contre l'amiante. Les enseignants du lycée Brassens de Villeneuve-le-Roi, c'est dans le Val-de-Marne, exercent leur droit de retrait depuis plus de 2 semaines. Les enseignants ont découvert un morceau de flocage amianté sur le sol d'une salle de classe. Et après un récent incendie, ils craignent que l'amiante ne se répande dans l'air. Le rectorat réfute ces affirmations et a adressé des injonctions de reprise du travail aux professeurs.
Selon les autorités scolaires, l'expertise menée par la région n'a pas démontré la présence d'amiante. Et Juliette, on évoque à présent les chiffres de la dernière épidémie de grippe saisonnière en France. 13 000 décès en 2017, d'après le bulletin épidémiologique hebdomadaire. Et le ministère de la Santé souligne que seulement un quart des professionnels de santé sont vaccinés en France. Et c'est aux yeux d'Agnès Buzyn un enjeu déontologique pour montrer l'exemple et protéger les patients. En Chine, une très lourde amende pour une entreprise pharmaceutique au cœur d'un scandale de vaccins défectueux, des vaccins contre la rage. La société Changchun Changchen devra verser plus d'1 milliard d'euros. En juillet, les services sanitaires avaient découvert un processus de fabrication illégale de vaccins. Des registres avaient été falsifiés, des preuves détruites et 15 personnes arrêtées. Et puis le rappel de cette information a déjà largement traité dans nos journaux au cours de la semaine. Le cannabis à usage récréatif légalisé depuis mercredi par le Canada. Premier pays du G20 à prendre cette décision, vente du produit dans des boutiques publiques ou privées selon les provinces. Objectif pour les autorités canadiennes, réduire de 25% le marché noir d'ici la fin de cette année et de moitié d'ici 1 an. Cette légalisation, Caroline, c'était l'une des promesses de campagne du Premier ministre Justin Trudeau et l'État d'Amérique du Nord est devenu ainsi le 2e État de la planète après l'Uruguay il y a 5 ans à autoriser la marijuana récréative au niveau national. Merci beaucoup Juliette Rangeval et à bientôt pour un nouveau bulletin de santé. Et on l'a compris, organisation bouleversée de notre magazine. On retombe toujours sur nos pieds dans Priorité Santé. On vous retrouve. Docteur Pijarias, à Nice, on vous a perdu. Vous êtes bien là ? Tout à fait, je suis là, oui. Et au téléphone. Et j'ai une dernière question pour conclure sur notre thématique de la pollution, de l'expertise en santé respiratoire. Est-ce qu'il y a encore des nouveaux partenariats qui s'établissent, par exemple, des échanges de compétences nord-sud ? Est-ce que vous y participez, docteur Bernard Pijarias ? Tout à fait. Moi, je suis secrétaire général chargé de relations internationales de la Société de pneumologie de langue française. Et actuellement, nous avons 2 études qui vont se mettre en place. En particulier, une sur la pollution atmosphérique personnelle et qui va aller du Québec jusqu'au Cambodge en passant par toute l'Afrique et Madagascar. Et donc, on va pouvoir produire des chiffres, mais de pollution autoportée, si je peux dire, c'est-à-dire personnelle. Ça va être très, très intéressant de ce côté-là. Et ensuite, on aura une autre étude sur le sommeil. Et c'est sur tout ce qui est somnolence, sachant que justement, il y a une relation très directe, c'est que, avec l'obésité, c'est qu'1 heure de sommeil en moins chez les enfants qui sont en train de grandir, ça entraîne automatiquement de l'obésité. Est-ce qu'il y a une vraie demande de la part des pays du Sud, docteur Pijarias, sur cette expertise en matière de relation entre les pollutions au sens large et la santé ? Ah, totalement. Je crois que tout le monde est conscient de ça. J'ai pour l'habitude de dire que l'homme est un moteur à oxygène et le pneumologue est au centre, puisque d'un côté, il y a les intrants, ce sont les calories qu'il absorbe par l'agriculture, qui n'est rien d'autre en industrie qu'un producteur de calories pour l'homme. Et puis de l'autre côté, il a le comburant, c'est-à-dire l'air et l'oxygène. Donc on est vraiment au centre du problème et il faut traiter les 2 problèmes à la fois, de ce qui rentre et ce qui permet de brûler ce qui rentre, c'est-à-dire l'air et un bon air avec des bonnes calories bien absorbées. Merci beaucoup, docteur Bernard Pijarias, pneumologue, allergologue à Nice, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous étiez en direct des studios niçois de France Bleu Azur. On les remercie encore pour leur accueil. C'est la fin de Priorité Santé. Merci à toute l'équipe, à Setou Samaké, Ophélie Lassène, Victor Hull. Nous parlerons du mensonge lundi dans Priorité Santé. Le mensonge dans le couple. On attend bien sûr vos témoignages, vos appels. Le numéro de téléphone de l'émission 33 1 84 22 75 75. Et je remercie aussi Laurence No qui était au téléphone aujourd'hui et ce n'était pas simple. C'était Priorité Santé avec Souno Assurance qui vous propose l'assurance habitation pour protéger vos biens, vos proches et votre voisinage. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.